Oui, salut Hélène, c'est Régent Lemieux, là. Très bien. Je viens de me brancher au Zoom. Peut-être on peut aller voir ensemble. Je ne sais pas si tu es rendu là, toi, de ton côté, ou peut-être un peu tôt. OK. Il y a du monde qui ont essayé de me rejoindre le matin pour embarquer, là. J'ai transféré ton courriel. Je ne sais pas si ça va leur. Il y a du monde qui voulait s'inscrire un matin, là, vers 10 heures, là. OK. OK. Ouais, là, probablement, c'est un client du bureau. Moi, je ne le connais pas personnellement, là, mais comme moi, je n'avais pas le temps de m'occuper de ça le matin parce que là, il faut que j'embarque. Puis, tu sais, je ne veux pas. Là, c'est ça, tu peux y envoyer avec le lien. Là, je ne sais pas s'ils peuvent s'inscrire par le lien qu'ils vont envoyer. En tout cas, je viens de le mentionner. Là. Parce que j'ai rentré dans mon lien d'animateur. Là. Non, c'est ça, moi non plus, je n'ai pas le temps. Là, fait que là, vois-tu, il y a déjà 16 participants de rentrée. Je ne sais pas si ça se peut. Là. OK. Ouais, puis là, je vais faire un test. Je vais essayer de partager mon document, puis je vais faire un test de son aussi. Là. Ouais, là, la seule chose que je ne comprends pas. Bon, moi, je vais essayer de voir share the screen. Je vais essayer, c'est par share the screen que je peux le faire hein, pour. OK. On va voir si je le vois, mon PowerPoint. Oui, mon PowerPoint, je ne suis pas capable. Je ne vois pas, Colin, dans les éléments qu'il me donne. Ça a fait ça l'autre fois. Je ne sais pas si c'est à cause que je suis dans le. Ouais. Ça peut arriver, Hélène, il faut que tu partages le PowerPoint. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je te l'avais envoyé hier, tu l'avais reçu de Isabelle Charret. J'ai reçu ça hier après-midi. Sinon, je te le renvoie tout de suite. OK. Un peu. Je vais te le transférer au cas, là, mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça tous les fois. Je vais te transférer mon document au cas, là. Parce que c'est comme si mon PowerPoint il est ouvert en bas, mais quand je vais dans mon Zoom, là, je ne sais pas, à cause je suis Citrix peut-être. Là. Je pense que j'en sortirai.
Mais Donc, Hélène, on le voit, l'écran, là. Es-tu capable de me donner le... M'entends-tu, Hélène? Oui, là, je vous entends. Donc, au moins, tu as réussi à le partager, mais est-ce que moi, je vais être capable de jouer avec ou ça va être toi à ce moment-là? Ça va être moi à ce moment-là. OK. J'essaie de voir avec l'informaticien pourquoi moi, je ne suis pas capable de le voir dans mes documents. J'envoie des documents que je peux partager, mais pas le document que j'ai ouvert. OK. Sinon, ben, vous allez me dire Oui, je vais te dire. Oui, allô? Oui, allô? Allô? The will stop other screen share. Do you want to continue? Je ne sais pas si... Ouais, non. Au pire, dans le fond, je vais dire prochaine étape, prochaine page, quelque chose de même. Là. Désolé, là, j'essaie de voir. Ça fait quelques fois ça fait ça. Et on ne sait pas si c'est avec le système Citrix qu'on a à l'interne, ce qui fait qu'il nous empêche d'aller partager notre document. Là. Quand je l'ai ouvert. Alors, bonjour à tout le monde qui se joigne à nous. On va pouvoir commencer dans 10 minutes. Faut-tu, elle va se trouver moins. Ouais, c'est ça. J'ai dit là, toi, tu es en train de me dire que c'est plus payant. Donc, on est déjà à 50 participants. On va attendre encore. Si tu veux voir ta face, ben, tu payes sur ça ici, ils vont le voir. Ah, merci. C'est bon? Le volume, Le volume, ouais. Tu l'as hier aussi. Ouais, après, c'est ça.
Alors, on demanderait aux participants d'éteindre leur microphone et éventuellement leur caméra aussi. Comme ça, vous allez avoir un meilleur retour de son. Et ma caméra ne fonctionne pas, par exemple. Non, vous n'êtes pas capable de l'éteindre? C'est Zoom qui ne peut pas détecter caméra. Oui, c'est correct. Vous êtes supposé, la caméra est supposée être fermée. Oh, Elle est déjà fermée, votre caméra. ah, ok, je ne sais pas comment le... C'est le micro peut-être qu'il faudrait fermer. Je clique. Je vois ici que c'est fermé. Je clique dedans, mais c'est écrit Zoom ne peut pas détecter caméra. Oui, ça va. La caméra est fermée, mais votre micro? Non, micro n'est pas fermé. OK, on vous demande de le fermer. Ah, ok, de fermer. Oui. Alors, bonjour à tous les participants qui sont maintenant en ligne. On est à 71 participants. On en attend plus de 355 ce matin. Alors, on va débuter probablement à l'heure, mais on va attendre que les gens se connectent. Oui, bonjour. À toutes les nouvelles personnes qui viennent de se joindre à nous, on vous demande d'éteindre vos caméras et vos micros si ce n'est pas déjà fait. Donc, normalement, c'est en bas de votre écran. Si vous faites jouer un petit peu la souris, vous allez voir un micro et une caméra. Si vous pesez sur la caméra, elle devrait éteindre. Parfait. Alors, bonjour aux nouveaux participants. Mon nom est Hélène Latulippe. Je suis directrice générale au Conseil économique de Beauce. Bienvenue. On va probablement commencer à l'heure. On a présentement 92 participants. À tous les nouveaux participants qui viennent de se joindre, si ce n'est pas déjà fait, on vous demande d'éteindre votre caméra et votre micro. Merci. Ils ont enlevé le son, fait que toi, tu peux pas parler, t'entends plus si tu parles. Alors, bonjour aux nouveaux participants qui viennent de se joindre. On est rendu à 107 participants. Aux nouveaux, on vous demanderait d'éteindre votre caméra et votre micro, s'il vous plaît. Donc, juste à jouer un petit peu avec la souris et dans le bas de votre écran, vous devriez voir un signe de caméra et d'un micro. Alors, il faut qu'il soit éteint, s'il vous plaît.
Alors, rebonjour aux nouveaux participants. Nous sommes rendus à 135, 136. Ça monte vite, les gens. Il reste 2 minutes, alors beaucoup de gens se connectent. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, on vous demanderait d'éteindre vos caméras et d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Donc, la procédure, vous avez juste à bouger un peu votre souris et de cliquer sur éteindre caméra, éteindre micro. Alors, bonjour aux nouveaux participants. Mon nom est Hélène Latulippe, je suis directrice générale au Conseil économique de Beauce. Nous sommes maintenant rendus à peu près 179, 180 personnes qui sont connectées. Alors, à tous les nouveaux qui viennent de se mettre en ligne, nous vous demandons d'éteindre votre micro et d'éteindre votre caméra. Donc, dans le bas de l'écran, vous devriez être capable de sélectionner les icônes pour éteindre micro et caméra. Il est maintenant 11 heures. Nous avons 198 participants en ligne, 200, 201 maintenant. On en attend 355. Alors, on va se donner 1 minute ou 2. En attendant, pour les nouveaux participants qui viennent de se connecter, on vous demanderait d'éteindre vos caméras et d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Ça va bien. On voit que les gens aiment se connecter tout juste à l'heure. On est rendu 225. Alors, merci d'être présent. On devrait commencer d'ici 2 minutes. Aux nouveaux participants, on vous demanderait d'éteindre vos caméras et d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Dans le bas de l'écran, vous avez juste à sélectionner l'icône et ça va s'éteindre automatiquement. Alors, je ne sais pas si la personne que son micro est ouvert pourrait le fermer. Il y a des retours de son d'enfants.
Alors, je pense qu'on va commencer à l'instant. Je pense que j'aime pas pénaliser les gens qui sont à l'heure. On est rendu environ à 234 personnes. Il nous manque une centaine de personnes, mais on va débuter à l'instant. Alors, bonjour, mon nom est Hélène Latulippe, je suis directrice générale au Conseil économique de Beauce. Ça nous fait plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. On ne pensait pas que ce thème-là allait être aussi populaire, alors on est content que vous soyez parmi nous. Surtout qu'aujourd'hui, on a plusieurs personnes de la Beauce, mais on a aussi beaucoup de personnes de l'extérieur comme Québec, Repentigny, Montmagny, Terrebonne, Tadoussac, Mascouche, Shawinigan, Montréal, les gens passent. Alors, un beau bonjour de la Beauce à tous ceux qui se sont joints à nous. Donc, aujourd'hui, on va, dans la prochaine heure, vous expliquer avec notre conférencier comment appliquer aux différentes mesures d'aide. C'est un webinaire qui est présenté par M. Régent Lemieux, qui est associé, là, je vais lire comme il faut votre titre, M. Lemieux, donc qui est associé en service conseil spécialisé en accompagnement comptable et financier chez Mallette. Donc, M. Lemieux va pouvoir répondre à vos questions, j'en suis certain, par rapport aux différents programmes. Si jamais vous avez des questions en cours de webinaire, on vous invite à utiliser le chat. M. Lemieux pourra répondre aux questions à la fin du webinaire via le chat. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va procéder. Et entre-temps, je rementionne à tous ceux qui viennent de se joindre à nous d'éteindre les caméras, d'éteindre les micros pour qu'on puisse bien entendre M. Lemieux. Alors, je vous cède la parole et merci beaucoup à l'avance pour cette belle conférence. Et merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation. On a demandé dans les premières... On a déjà 7-8 questions de rentrée jusqu'à maintenant. Il y en a une qui était pour l'enregistrement du webinaire. Je ne sais pas si ça va avoir lieu, là, mais c'est une question qu'on avait là, qui était mentionnée par un des participants. Oui, le webinaire va être enregistré. On pourra l'envoyer à la suite. Et j'éteins mon micro. Dans le fond, on se posait la question si le webinaire était toujours de mise, la subvention salariale d'urgence, parce qu'on avait déjà un premier webinaire qui avait été déjà fait auparavant. Il faut comprendre que maintenant, les applications de la loi sont arrivées, donc les questions sont beaucoup plus nombreuses présentement qu'il l'était il y a 3 semaines où on n'avait pas encore les formulaires de disponibles pour être capable de faire la demande de subvention salariale d'urgence. Aujourd'hui, dans le fond, notre objectif, on va aller voir ensemble les différents sujets qu'on va parler d'aujourd'hui. Hélène, je vais te demander de changer de... Parfait. Donc, on va parler de prestations canadiennes d'urgence très brièvement parce que dans le fond, c'est une application qui est déjà faite depuis le 15 mars dernier, le fameux 2000 $ qui remplace l'assurance emploi, qui était l'ancienne méthode qui était utilisée. Maintenant, depuis le 15 mars, le gouvernement, pour faciliter les inscriptions, ont arrivé avec le 2000 $ pour la prestation canadienne d'urgence avec des avantages, mais aussi des inconvénients qu'on va voir au cours de la conférence. On va parler également aussi du sujet principal, la subvention salariale d'urgence du Canada, là, qui est l'application qu'on peut maintenant faire depuis le 27 avril dernier, demander notre première période pour aller récupérer notre 75 % des masses salariales qui a été versées par les entreprises dans les périodes qu'on va voir dans quelques minutes. On parlait aussi de l'interaction entre la PCU et la subvention salariale d'urgence, qui a un impact important. On a beaucoup de questions par rapport à ces éléments-là, comment ça fonctionne, le retour au travail. On va parler du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le CUEC, qui est le fameux 40 000 $ sans intérêt. On a encore des questions par rapport à ça. La majorité l'ont demandé pour ceux qui s'appliquaient, mais on a des questions encore. De l'aide d'urgence pour les loyers commerciaux qui est annoncé, et là, on commence à avoir plus de précision à ce sujet. Et finalement, du programme d'action concerté pour le maintien en emploi, le PAC-9, offert par Service Québec, qu'on appelait anciennement Emploi Québec, là, de nos localités respectives, là, pour lesquelles on peut aller chercher des montants pour nos formations qui sont réalisées à l'interne de nos organisations, étant donné que l'ouvrage a baissé. Si on poursuit, dans le fond, dans la prestation canadienne d'urgence, dont on est à la bonne à cette étape, le fameux prestation canadienne d'urgence, la seule chose que je veux rajouter par rapport à ça, qui était nouveau depuis les dernières semaines, c'est que maintenant, on peut gagner jusqu'à 1 000 $ et recevoir toujours la PCU. Donc, certaines entreprises ont pris cette stratégie-là, c'est-à-dire de faire rentrer graduellement les employés au travail et leur verser moins de 1 000 $. L'important, c'est qu'on ait gagné moins de 1 000 $ dans la période qui est visée. Quand on parle de période, on parle, entre autres, du 15 mars au 11 avril, qui était la première période qui était mentionnée.
Et si on gagne moins de 1 000 bien, l'employé doit sa PCU et son 1 000 donc, ce qui fait en moyenne de 3 000 qu'il peut gagner. Sauf dans la première période, la période numéro 1, le 1 000 on pouvait le gagner dans les 14 premiers jours du confinement, là, dans lesquels les employés ont été affectés. Dans les premiers 14 jours, s'ils gagnaient moins de 1 000 on avait droit à la prestation canadienne d'urgence, même s'ils rentraient des salaires par la suite qui ont rentré parce que les gens ont retourné au travail. Et également aussi, on a élargi la prestation canadienne d'urgence aux travailleurs saisonniers parce qu'il y avait un retour important des travailleurs saisonniers qui arrivent de l'étranger, mais aussi également aussi pour les Québécois à cause les récoltes vont commencer bientôt, la préparation, donc ils ont venu élargir ça parce que les gens n'avaient pas nécessairement d'assurance emploi. Et là, on a venu également aussi élargir pour les travailleurs autonomes. Donc, ça, c'est les éléments qui ont été précisés par rapport à la prestation canadienne d'urgence. Ils ont précisé que les travailleurs autonomes avaient droit à cette prestation-là et que les travailleurs autonomes peuvent le recevoir à condition qu'ils gagnent moins de 1 000 Et l'autre question qu'on a souvent par rapport à ça, le 1 000 c'est un revenu net. Donc, si une personne gagne moins de 1 000 comme travailleur autonome en termes de revenu net, je parle des revenus, donc les ventes moins les dépenses, à ce moment-là, on peut maintenir notre fameux 2 000 de prestation canadienne d'urgence. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé au point de vue du Parlement. Peut-être, je pense qu'on avait le Parlement il y a quelques minutes là, pour où il était avant. Là. Exactement, merci Hélène. Dans le fond, l'adoption des lois sur la subvention salariale d'urgence qui a été vraiment entérinée, on l'appelle la loi numéro 2 sur les mesures d'urgence visant la COVID-19 qui reçoit finalement la sanction royale, si on peut dire, pour aider les entreprises à maintenir les Canadiens en poste. C'est ça qui a fait que le gouvernement a dit c'est bien beau avoir la PCU, maintenant on veut que vous reveniez rapidement au travail. Donc, on va venir faciliter les conditions pour s'assurer que la subvention salariale d'urgence soit applicable pour la majorité de nos entreprises. Donc, c'est ça qui a été apporté le 11 avril dernier. C'était entériné par l'ensemble des partis. Et là, maintenant, on peut l'appliquer. Elle est disponible depuis le 27 avril dernier. Si on va voir un peu plus loin, si on retourne plus loin dans nos étapes, donc, le rappel par rapport à la subvention salariale d'urgence, vous savez, dans le fond, que pour les critères pour être admissible, parce qu'avant même de parler de récupérer 75 %, on doit vérifier si on est admissible. Et pour être admissible, les règles sont assez simples. Il faut avoir eu une baisse de revenus comparativement à l'an dernier, ou une possibilité aussi de comparer avec janvier ou février, la moyenne de janvier-février. Donc, c'était une possibilité qui a été rajoutée également aussi. Donc, on compare notre baisse versus le mois de mars. Le mois d'avril, on parle de 30 de baisse. Le mois de mai, on parle de 30 de baisse. Alors que le mois de mars, on parlait d'une baisse de 15 Fait que si ces critères-là sont appliqués, à ce moment-là, on a le droit d'aller récupérer une subvention salariale d'urgence avec d'autres critères, d'autres éléments qu'on doit tenir compte si les gens sont sous la PCU. On va aller voir un peu plus loin qu'est-ce qu'on en dit par rapport à ça. On va rester sur ce tableau-là. Voyez-vous, qu'est-ce qui est important à retenir? Parce que ce tableau-là me répond à la majorité des questions que j'ai par rapport à la subvention salariale d'urgence. Premièrement, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est qu'il y a 3 périodes qui ont été visées au départ. Donc, la période du 15 mars au 11 avril. Quand on parle de cette période-là, on parle vraiment de la période de salaire. Okay? Donc, c'est la période qui a été visée, le 15 mars, pourquoi? C'est le moment qui a été annoncé la COVID. Puis, 11 avril, pourquoi? Parce que ça forme le 4 semaines de la première demande. Pour être qualifiable là-dessus, il fallait avoir une baisse de 15 % par rapport au mois de mars. Le mois de mars comparé à l'an passé, mars 2019, ou la moyenne de janvier et de février 2020. Parce qu'il y en a pour laquelle le mois de mars 2019 n'était pas vraiment une donnée intéressante pour être capable de se comparer. Le gouvernement a rajouté janvier et février pour être capable de se comparer. Par contre, la seule chose, c'est que si on prend une méthode, on doit maintenir cette méthode-là pour les périodes 2, 3, et on va le voir dans quelques minutes. Ils ont rajouté également d'autres périodes. Entre autres, la période 4 va être rajoutée. Il va y avoir des précisions là-dessus qui vont être faites, mais il y a d'autres périodes qui vont se rajouter. D'ailleurs, en passant, la loi numéro 2 prévoyait qu'on pouvait couvrir jusqu'au mois de début octobre pour les périodes là, pour la subvention salariale d'urgence. Donc, il y a un prolongement dans la loi qui a été prévu, mais les annonces vont se faire au fur et à mesure en fonction probablement de l'économie, comment ça fonctionne. Est-ce que ça va bien? Oui, on va rajouter, peut-être on va arrêter la subvention salariale. Si ça va moins bien, on peut rajouter les périodes. En passant, cette loi-là, 2, ça n'a pas été inventé par le Canada. Donc, c'est une application qui a déjà été faite en Chine. Donc, en Chine, quand il y a eu le confinement, l'État a décidé également aussi d'attribuer la subvention salariale d'urgence pour les entreprises.
faut être capable de maintenir l'économie à flot. L'objectif, c'est ça, c'est de réinjecter de l'argent dans l'économie. Ils le font par l'intermédiaire des subventions salariales pour s'assurer que, dans le fond, l'économie va se maintenir à flot et que les entreprises ne sont pas trop affectées financièrement et qui pourraient mettre en péril l'entreprise. Donc, si on voit pour la période numéro 1, on parlait de 15 % de réduction du chiffre d'affaires. La période numéro 2, c'est 30 % et la période numéro 3, c'est 30 %. Lorsqu'on compare, on doit toujours comparer avec le mois civil, donc du 1er mars au 31 mars, du 1er avril au 30 avril, etc. Donc, c'est toujours le mois civil qu'on compare avec la période qui, elle, couvre des dates qui sont un peu différentes. Je vous invite à retenir bien comme il faut ces dates-là parce que ces dates-là ont un impact important pour notre demande de subvention salariale parce que dans la période 1, on doit prendre les salaires qui ont été gagnés dans cette période-là. Je dis bien gagnés parce que c'est les salaires qui ont vraiment été, qui couvraient les gens qui ont travaillé dans cette période-là et non en fonction des salaires qui ont été versés pour la subvention salariale de 75 %. C'est vraiment le salaire qui a été gagné. Ça, c'est une question qu'on a beaucoup également aussi par rapport à notre clientèle. Fait que si on a connu une baisse de 15 %, à ce moment-là, dans cette période-là, on peut aller récupérer un montant de 75 % à l'aide des formulaires qui ont été donnés par le dossier d'ARC. Donc, lorsque vous créez votre compte au dossier ARC, vous êtes en mesure d'aller récupérer cet argent-là de 75 %. Je vais revenir sur d'autres éléments par la suite, mais là, je vais vous faire un peu part des différentes périodes qui étaient visées. Donc, si on poursuit, les périodes admissibles des revenus aussi, qu'est-ce qu'ils ont mentionné? C'est que c'était possible d'utiliser la comptabilité de caisse. Donc, vous comprenez que peut-être pour la plupart des entrepreneurs, ce n'est pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire la différence entre la comptabilité d'exercice et la comptabilité de caisse, une question qu'on a. La comptabilité d'exercice, c'est qu'on vient enregistrer la vente ou le service au moment où il y a lieu. Donc, dès que je vends mon produit, j'enregistre ma vente. Si c'est en date d'aujourd'hui, du 15 mai, la transaction va passer dans les livres le 15 mai. Alors que la période, la comptabilité de caisse, c'est un peu différent, c'est qu'on y va en fonction des encaissements, donc en fonction de l'argent qui rentre. Si l'argent qui est déposé aujourd'hui, l'inscription va se faire aujourd'hui dans les livres, donc en fonction de l'argent qui est rentré. Donc, ils ont rajouté cet élément-là aussi par rapport à ça, de pouvoir utiliser la comptabilité de caisse. Et pour être capable de voir si on peut être admissible, parce que si vous n'êtes pas admissible par la comptabilité d'exercice en comparant à l'an passé ou en comparant par la moyenne de janvier ou de février par rapport au mois de mars, il est possible d'utiliser la comptabilité de caisse, c'est-à-dire regarder selon votre relevé de banque si les dépôts qui ont été faits, donc les dépôts, bien entendu, excluant la TPS, la TVQ, puis tous les éléments qui n'ont pas rapport nécessairement en dépôt à l'exploitation courante de l'entreprise, si vous additionnez vos dépôts qui étaient réalisés au mois de mars, vous le comparez au mois de mars 2019, si vous avez atteint une baisse de 15 %, à ce moment-là, vous devenez également aussi admissible. Donc, ça, c'est un élargissement de la loi qui ont permis de racheter la comptabilité de caisse comme élément possible pour se qualifier. Et comme mentionné précédemment, si on utilise la comptabilité de caisse une fois, on doit maintenir la comptabilité de caisse pour les périodes 2, 3, 4 et suivantes. Et la comptabilité de caisse, bien entendu, on peut le comparer aussi par rapport au mois de janvier et de février, donc la moyenne de ces deux mois-là, qu'on compare au mois de mars. Donc, voyez-vous, il y a trois façons qui étaient instaurées, comparatif avec l'an passé, comparatif avec la moyenne de janvier-février, ou l'utilisation de la comptabilité d'exercice ou la comptabilité de caisse. Donc, ça, c'est un élément qu'on a beaucoup comme question, qui fait que les gens doivent trouver de quelle façon qui est le plus avantageux, dans lequel j'ai vraiment un écart important qui me permet de dire, bien oui, effectivement, en termes de stratégie, je vais utiliser ma comptabilité de caisse parce que moi, mes encaissements n'ont pas bien été au cours du mois. Donc là, ça permet de se comparer avec une baisse de revenus de 15 %. Quand on parle d'une baisse de revenus, c'est vraiment les ventes, là, donc tout votre chiffre d'affaires. Donc, on ne sait pas comment on ne fait pas abstraction aux dépenses, aux bénéfices nets, etc. C'est vraiment la partie du haut de l'état de résultat qui sont les ventes. Si on poursuit, les remboursements de certaines retenues sur les salaires. Donc, dans le but de favoriser le retour au travail, qu'est-ce qu'ils ont permis? On va retourner à cette étape précédente dans laquelle on voyait, excuse Hélène, non, celle qu'on était dessus présentement, les retenues, effectivement, pour permettre aux gens de passer de la PCU à la subvention salariale d'urgence, c'est-à-dire de les retourner rapidement au travail, le gouvernement, parce qu'il y en a là-dedans qui réengageaient les employés en les laissant chez eux à la maison, qu'on appelle le congé payé. Lorsqu'on a un congé payé à l'employé, parce qu'on les ramenait au travail,
mais on voulait les embarquer sur la subvention salariale pour avoir droit à l'ensemble de notre entreprise à la subvention salariale. À ce moment-là, ces employés-là, ils pouvaient gagner jusqu'à 847 $ parce que c'est le montant maximum qu'on peut récupérer pour la subvention salariale d'urgence. Et les entreprises disaient, ouais, mais là, ça va me coûter quand même des cotisations d'assurance-emploi, ça va me coûter quand même la Régie des rentes du Québec, ça va me coûter également aussi le régime québécois d'assurance parentale. Mais à ce moment-là, le gouvernement, on dit, si l'employé demeure à la maison pendant 5 jours consécutifs durant la semaine, on va vous permettre, par la subvention salariale d'urgence, d'aller récupérer cet argent-là de la partie employeur qu'on doit venir enlever lorsqu'on fait nos remises au gouvernement. Donc, ces 3 éléments-là ont été rajoutés pour être capable, lorsqu'on a un congé payé pendant 5 jours consécutifs. Donc, si l'employé travaille pendant 3 jours, on ne peut pas récupérer ces subventions, ces retenues-là à la source. S'il était pendant 5 jours, même s'il ne donne pas le même salaire qu'auparavant, on peut venir récupérer l'argent de ces contributions-là qui sont à remettre normalement le 15 du mois suivant. Peut-être un petit bémol à rajouter par rapport à ça. Une nouveauté qui s'est rajoutée cette semaine, il y avait le Fonds de service de santé. Et là, ils ont rajouté que le Fonds de service de santé, il était possible également aussi pour ces gens-là de venir récupérer le Fonds de service de santé. Donc, qui est un autre élément quand même important, là, qui est un pourcentage qui est enlevé sur les payes, qui est remis par le gouvernement du côté Québec là, dans nos retenues à la source. Et là, la façon de le faire, ça va être vraiment de le récupérer à la fin pour, donc, avec notre relevé 1 sommaire. Pour l'instant, c'est la seule façon qu'on le voit qu'on peut le récupérer, ce fonds de service de santé là, qui va être récupérable en fin d'année lorsqu'on produit notre sommaire en tant que tel. Donc, ça vient expliquer la partie des retenues à la source reliées aux subventions, les gens qui sont admissibles à la subvention salariale, qui fait un retour au travail, mais pour laquelle ils ne travaillent pas. Maintenant, l'interaction entre la subvention salariale d'urgence et la PCU. Donc, je vous dirais, c'est 80% de nos questions qui rentrent dans l'organisation arrivent à ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir en partant? C'est que quand le gouvernement a annoncé des mesures, la première mesure qui est annoncée, c'est la fameuse subvention salariale d'urgence temporaire qu'on appelait de 10 %. C'est la première mesure qui a été annoncée. Cette mesure-là est applicable à toutes les entreprises qui ont une masse salariale, même s'ils n'ont pas une réduction de 15 % de leur chiffre d'affaires ou de 30 % pour les mois suivants, ils ont droit de venir récupérer une subvention salariale de 10 %. Donc, ça, c'est la première annonce qui a été faite par le gouvernement canadien, d'être en mesure de venir récupérer le 10 % de la subvention salariale sur notre masse salariale de notre entreprise. Et ça couvrait, dans le fond, à partir du 18 mars, c'est là qu'a été faite cette annonce-là. La seule bémol qu'on doit retenir, c'est que dans le fond, c'est en fonction des salaires versés, donc des salaires qui ont été déboursés dans cette période-là, qu'on peut récupérer notre 10 %. Donc, toutes les entreprises admissibles, même s'ils ne sont pas admissibles à la subvention salariale d'urgence, on doit ce 10 % pour au moins leur donner une petite marge de manœuvre. De laquelle façon qu'on peut récupérer ce 10 %-là? On peut le faire par les déductions de la source au fédéral, en l'appliquer dans la case impôt, dans la case impôt de la déduction de la source au fédéral. C'est là qu'on peut venir récupérer cet argent-là. On a beaucoup de questions pour des gens qui font affaire avec des intermédiaires, donc des institutions financières, pour lesquelles les institutions financières ont dit, nous, on ne s'occupe pas du calcul du 10 %. À ce moment-là, il sera possible de venir le récupérer à la fin de l'année. Ou encore, le gouvernement s'attend à sortir un formulaire spécial pour ce 10 % pour être en mesure de le récupérer. Malheureusement, présentement, ce formulaire-là n'est pas disponible, donc on ne peut pas le demander. La seule façon qu'on peut le demander, c'est que si on fait nos paies nous-mêmes, soit qu'on attende la fin de l'année ou qu'on attende le fameux formulaire là, qui va arriver du gouvernement. Il y a certaines personnes qui ont réussi à s'entendre avec les compagnies pour être capables de venir le réduire directement, mais c'est un élément. Autre élément que les gens font beaucoup des lacunes, des erreurs qu'on voit dans les demandes de subvention salariale d'urgence, c'est qu'on doit calculer le 10 %, même si on le doit au 75 %. Et dans votre formulaire que vous avez à compléter, il y a une case qui indique le montant de la subvention salariale d'urgence de 10 % que vous avez demandé. Même si vous avez oublié de le demander, vous êtes obligé de venir le déduire dans votre calcul de la subvention salariale d'urgence. Ça veut dire, en gros, qu'une entreprise qui demanderait 75 %, c'est comme si elle doit 65 % dans sa déclaration qu'elle va faire pour le premier semestre, la première période, puis les autres périodes suivantes aussi. Donc, il faut récupérer le 10 % d'une façon différente du reste, et on doit venir le réduire du 75 % qu'on a pour être capable de récupérer la subvention salariale d'urgence de façon correcte. Parce que c'est vraiment une obligation. Pour ceux qui suivent nos courriels, on l'a encore mentionné hier par voie de bulletin fiscal
que de ne pas oublier de venir calculer le 10 Un, si vous n'êtes pas admissible, c'est un avantage. Au moins, vous avez droit à ce montant-là. Puis deux, aussi, à ce moment-là, vous devez le déduire parce qu'on doit le demander par un autre chemin complètement différent de la subvention salariale de 75 L'autre élément aussi, il faut faire attention qu'on a beaucoup comme question. Il y en a qui veulent faire du temps partagé dans cette période-là. Je considère que ce n'est pas nécessairement un avantage de le faire, en sachant qu'on a droit à la subvention salariale d'urgence, de faire du temps de travail partagé parce qu'on doit venir réduire le montant de la subvention salariale d'urgence dans le calcul du temps de travail partagé, ce qui devient moins avantageux. En fait, le calcul avec plusieurs entreprises, ils ont décidé de reporter le travail partagé un peu plus tard. On doit le demander d'avance. Vous savez qu'on a quand même un délai pour demander pour le temps du travail partagé. Mais la plupart des gens, le délai a été ratissé en passant aussi. Et normalement, il a été demandé d'être raccourci parce que ça prenait 1 mois pour demander le temps du programme de travail partagé. Mais étant donné que la subvention salariale d'urgence est en application puis elle est prolongée, on aurait tendance à vous dire d'attendre pour faire le programme du travail partagé. Si on poursuit. Là, c'est un tableau qui paraît un peu... on a décidé de sortir un tableau avec 10 situations différentes. Avec toutes les questions qu'on a eues, on a dit on va faire un tableau pour être capable de donner des exemples concrets à notre clientèle pour voir si on doit de récupérer ou pas la subvention salariale. Donc, ces tableaux-là et ces situations-là, ils sont vraiment en fonction des questions qu'on a eues et ils font allusion à savoir est-ce que je réclame la PCU ou est-ce que je réclame la subvention salariale d'urgence. Parce que vous savez, comme je vous ai mentionné, il y a vraiment une interaction à faire entre ces deux programmes-là. Si on regarde la partie du haut à gauche, on voit période 1, période 2, période 3. Vous voyez qu'on a la semaine 1, ça couvre la semaine du 15 au 11 avril. Vous avez la semaine 1, excusez, la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4 pour la période numéro 1, donc qui couvre du 15 mars au 11 avril, qui est la première période. Dans la première période, si on va voir la situation numéro 1, donc qui est un petit peu en bas à gauche, vous voyez que dans le fond, dans cette période-là, Hélène est en train de pointer la période, regardez les points carrés noirs que vous voyez là. Ça, les carrés noirs, c'est la période où la personne a retourné au travail. Okay? Donc, la personne retourne au travail dans la semaine numéro 4. Okay? Donc, dans la semaine du 5 avril au 11 avril. Beaucoup de situations dans ce cas-là. La question qu'on doit se poser, donc les carrés blancs, la personne n'est pas à l'emploi. Les carrés noirs, la personne est à l'emploi. La question qu'on doit se poser, est-ce que l'employé, on la voit en dessous, est-ce que l'employé a été sans rémunération pendant au moins 14 jours consécutifs au cours de la période d'admissibilité, la période numéro 1? La réponse est oui, parce que la semaine 1, 2 et 3, la personne n'a pas travaillé. Donc, si la réponse est oui, la personne a le droit à sa PCU, donc à la prestation canadienne d'urgence. Mais par contre, un peu plus bas, on pose la question, l'employé est donc non admissible à la subvention salariale d'urgence du Canada. Donc, même si vous avez fait rentrer les employés dans la semaine du 5 au 11 avril, étant donné qu'il y a eu une carence de 14 jours dans cette période-là, vous n'avez pas droit de récupérer la subvention salariale d'urgence pour vos employés dans cette période-là. Donc, ça, c'est une question qu'on a beaucoup. Parce que les gens ont tendance à dire, mes employés reviennent au travail, je réclame ma subvention salariale d'urgence, puis je vais récupérer mon 75 % parce que j'ai connu une baisse de 15 ou 30 %, tout dépendant de la période qu'on est. Mais faites attention, on doit s'assurer que dans les périodes, qu'on vous a mentionné tantôt, on doit aller vérifier s'il y a une carence de 14 jours ou pas dans cette période-là. Dans l'exemple de la situation numéro 2, voyez-vous, on voit que l'employé, la première, la deuxième semaine, n'a pas travaillé et il est retourné au travail la semaine 3 et 4. La question se pose, est-ce que l'employé a été sans rémunération pendant au moins 14 jours consécutifs au cours de la période d'admissibilité? La réponse est oui. Donc, l'employé a droit à sa PCU, a droit à son 2 000 $. Mais si on descend légèrement un petit peu plus bas, on voit en dessous qu'on ne peut pas réclamer la subvention salariale d'urgence pour cette période-là parce qu'il y a eu une période de carence de 14 jours. Donc, l'interaction dit, tu as eu droit à la PCU, indirectement, tu as travaillé la semaine 3 et 4, donc quand même des situations qui ont été vécues dans cette période-là, on ne peut pas venir réclamer la subvention salariale d'urgence pour cette période-là. Si on va à la situation numéro 3, voyez-vous, la situation numéro 3, il y en a plusieurs qui disaient « Ah, si je fais payer une journée de travail, je vais être capable de ma subvention salariale d'urgence. » La réponse, c'est oui. Parce que dans le fond, voyez-vous, dans cette période-là, il n'y a pas eu 14 jours consécutifs d'arrêt de travail. Et à ce moment-là, l'entreprise peut réclamer sa subvention salariale d'urgence, s'il est admissible à la période, bien entendu. Puis l'employé, lui, indirectement, il peut garder sa PCU, je dis bien, il peut garder sa PCU,
Mais normalement, non, parce que dans cet exemple-là, excusez, il n'y a pas eu 14 jours de carence de travail. Fait qu'il n'y aura pas droit à cette PCU pour cette situation numéro 3-là. Ce qui nous amène à dire, on pourra le faire pour les autres périodes aussi, mais ça revient au même. On va vous le laisser, ce webinaire-là, pour être capable de voir en fonction, bien moi, c'est quelle situation qui s'applique, 4, 8 ou 9 ou 10, là, peu importe. Là. À ce moment-là, vous allez vous retrouver dans votre situation et vous allez regarder en fonction de la question que vous posez. Je peux-tu demander une situation salariale d'urgence? Est-ce que mon employé doit rembourser parce que dans le fond, il n'y a pas eu son 14 jours de carence? Donc, ça vient répondre à 2 questions importantes qu'on a beaucoup en fonction des dates d'entrée de l'entreprise. D'ailleurs, la semaine dernière, on avait beaucoup de questions. On était dans la période numéro 2, donc la fin de la période numéro 2. On avait la question, je fais rentrer mes employés, donc j'ai droit à subvention salariale d'urgence. Malheureusement, non, parce qu'on était dans la dernière période. Les employés n'étaient pas encore rentrés au travail, donc il y a eu vraiment 14 jours de consécutifs pour lesquels il n'y a pas eu de carence de travail. Donc, pour la période du 12 avril au 9 mai, les gens n'avaient pas droit cette semaine de subvention salariale d'urgence. Et là, cette semaine, on commence une nouvelle période, la 3e période où on est déjà rendu, qui est la période du 10 mai qui est rentrée. Là, à ce moment-là, à partir de cette semaine, les employés qui rentrent en emploi, à ce moment-là, on a droit de demander la subvention salariale d'urgence. Les stratégies qui ont été appliquées par rapport à ça et qui étaient permises par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Canada a dit, vous pouvez faire un rétroactif, c'est-à-dire revoir vos périodes de paye pour être capable de vous appliquer à la subvention salariale d'urgence. Donc, si on prendrait la situation numéro 3, ben non, numéro 1, exemple, à ce moment-là, il y a des gens qui ont fait un rétroactif des salaires en considérant que l'employé était finalement en travail, qu'on appelle congé payé dans cette période-là, pour être capable de récupérer la subvention salariale d'urgence pour cet employé-là. Et ça dépend bien entendu des situations. Donc, il y a des calculs à faire pour voir si c'est avantageux de reculer en arrière pour être capable de m'assurer d'avoir la subvention salariale d'urgence. Et si c'est le cas, bien, indirectement, l'employé, lui, n'aura pas droit à son 2 000 mais il va avoir droit à une concurrence de 847 en subvention salariale d'urgence. Et dites-vous que c'est possible aussi de venir verser un salaire qui est moins élevé que le salaire qu'il gagnait. Donc, il y en a plusieurs qui ont pris comme stratégie de dire, bien, moi, je ne verserai pas 100 de la masse salariale, je vais verser 80 je vais verser 25 de la masse salariale pour aller chercher le maximum de la subvention salariale d'urgence pour que ça ait le moins d'impact possible financièrement pour mon entreprise. Donc, le payback qui était demandé par rapport à ça, c'est-à-dire le rétroactif des salaires, était permis par la loi. Et pour ceux-là qui l'ont fait, il y en a beaucoup aujourd'hui qui remettent des remises. Donc, le 15 mai aujourd'hui, il y en a beaucoup qui remettent des remises en lien à cette rétroactif-là qu'ils ont fait pour les salariés pour s'assurer d'avoir droit à la subvention salariale d'urgence. Fait que ça vous donne un peu les éléments qui ont été réalisés en fonction des retours de travail. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que chaque employé doit être calculé de façon distincte, parce qu'il y en a qui ont retourné à des périodes différentes. Donc, chaque employé doit être calculé de façon distincte. On doit s'assurer d'aller chercher le maximum de 847. Donc, c'est le salaire qui gagnait à 75 %. On peut récupérer maximum 847. Donc, c'est ce montant-là qu'on peut récupérer en termes de subvention de salariale d'urgence. Fait que je vais passer un peu plus loin. Je vais rentrer des... Je pense qu'on est rendu à 33 questions de rentrée. Fait que je ne sais pas si... je pense que ça suscite beaucoup d'éléments. On va aller pour le survol des programmes de financement offerts aux entreprises. Donc, on va aller voir le premier survol le premier programme qui existe. Le premier programme, c'est le CUEC, qu'on appelle le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Allons voir les détails de ce compte-là. Vous savez que le gouvernement fédéral, rapidement, a décidé par l'intermédiaire d'organismes de venir aider les entreprises en offrant un prêt possible de 40 000 $. Beaucoup d'entreprises ont adhéré à ça. D'ailleurs, je pense que le nombre a été phénoménal là-dessus. Mais il est encore possible de le réclamer, ce 40 000 $-là, de prêt sans intérêt. Les conditions sont assez simples, sont très simples, mais tu cadres ou tu ne cadres pas. La masse salariale est en 20 000 et 1,5 million. Donc, ils ont rebaissé le seuil. Donc, si vous avez une masse salariale en 2019 ou depuis mars 2019 de 20 000 $ à 1,5 million, donc au cours de la dernière année ou les 12 derniers mois avant la COVID, et maximum 1,5 million, vous êtes admissible normalement aux 40 000 $ si, bien entendu, vous êtes inscrit à l'ARC. Normalement, toutes les entreprises sont inscrites à l'ARC. Et si vous avez un compte ouvert actif à l'institution financière, donc auprès de votre institution financière, avant le 1er mars 2020,
à ce moment-là, il est possible d'aller chercher un 40 000 C'est très simple, on va en ligne, on rentre directement dans leur site, on vient indiquer la cause des salaires bruts qui a été gagnés au cours de la dernière année dans le T4 sommaire. 2-3 petites questions qui sont posées et le tour est joué et je donne droit à mon 40 000 Malheureusement, il y en a qui ont frappé un mur parce qu'il y en a qui n'avaient pas de salaire qui était versé. Malheureusement, ça ne peut pas s'appliquer. Les dividendes ne sont pas admissibles pour ces cas-là. Ce n'est pas comme la PCU, c'est vraiment une masse salariale. Donc, les gens qui étaient à dividende n'avaient pas droit à ce 40 000 L'autre élément aussi, il y en a des travailleurs autonomes qui avaient un compte courant ordinaire, donc un compte courant à leur nom personnel, pas de compte courant commercial. Je sais qu'ils ont été rebutés également aussi pour les demandes. Je ne sais pas s'ils vont faire des choses là-dessus, mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Et bien entendu, aussi, il y en a qui ont été rebutés parce qu'il y en a qui étaient en difficulté financière. Donc, ils étaient en difficulté financière. L'argent ne sert pas à venir régler une situation qui était avant la COVID, mais bien aider à l'entreprise à venir régler une situation après la COVID pour être capable d'arriver. Si on poursuit dans les conditions, donc l'institution financière est votre institution financière principale dans laquelle vous avez votre compte courant. Et le prêt doit être utilisé pour servir de support financier aux impacts de la COVID. Donc, ça sert à venir baisser des dépenses, à venir couvrir des loyers, des services de la dette, le chauffage, l'électricité, toutes les dépenses courantes que vous avez. Là, étant donné que vous avez été affecté par vos revenus indirectement, on peut utiliser cet argent-là pour ça. Il ne faut pas utiliser cet argent-là pour venir rembourser un prêt avec un taux d'intérêt plus élevé. Ça, ce n'est pas admissible. Il ne faut pas s'en servir non plus pour dire « moi, j'ai renfloué ma marge de crédit au complet ». Il faut s'en servir pour venir payer des dépenses courantes que l'entreprise a à subir au cours de cette période-là. Donc, même si vous étiez à profit ou pas, ce n'est pas ça, c'est vraiment de découvrir. Il faut comprendre que ça court jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, il se peut que présentement, on n'est pas affecté financièrement, mais qu'on risque de l'être peut-être cet automne. À ce moment-là, c'est un élément à tenir compte dans l'élément qu'on va demander. Fait que nous, on encourage les gens à le faire si c'est le cas qui risque d'avoir des problématiques là-dessus. L'avantage qu'on a, bien entendu, le gros avantage, c'est le sans intérêt, mais aussi la possibilité de récupérer 10 000 donc de rembourser seulement 30 000 si on le rembourse avant le 31 décembre 2022, ce qui fait quand même une subvention de 10 000 bien entendu, cette subvention-là sera imposable. Et si malheureusement, on n'est pas en mesure de le rembourser, bien là, ils ont venu déjà mettre un terme, les termes de ce prêt-là. On parle de 3 ans avec un taux d'intérêt de 5 %. On va poursuivre. L'aide d'urgence pour les loyers commerciaux. Donc, ça, c'est un programme qui est annoncé, qui est en train de se peaufiner. Vous savez qu'il est possible pour les gens qui ont été affectés, il faut avoir une réduction des revenus de 75 %. Premier élément qui doit être tenu compte, une réduction des revenus de 75 %. L'élément aussi qu'on doit tenir compte par rapport à ça, c'est qu'il y ait une entente entre le locataire et le locataire. Il faut que les deux s'entendent parce que vous comprenez, la personne qui paye le loyer va venir payer 25 % du loyer. Le locataire, c'est-à-dire le propriétaire, va venir absorber sur 25 % et les deux paliers gouvernementaux, c'est-à-dire fédéral et provincial, vont venir vous aider en subvention. Ils vont venir aider le propriétaire à 50 %. Le propriétaire, lui, va recevoir 75 % de son loyer. Le locataire, lui, va payer 25 % de son loyer. Et pour être capable de demander ça, il faut qu'il y ait une entente entre les deux parties. Donc, il faut que les gens se parlent entre eux autres pour être capable de le réclamer. Parce que ça va prendre ça, l'entente qui va être faite entre les deux parties. Il faut bien entendu qu'on ait réduit notre chiffre d'affaires de 75 %. Donc, une baisse de revenus de... une baisse de revenus de 70 %, mais l'application de la loi, c'est 75 % d'économie. Mais il faut une baisse de revenus, de 70 % par rapport à ce programme-là pour être admissible. Malheureusement, le programme avec la CHL, lorsque vous allez en ligne, présentement, n'est pas encore disponible. Il devrait l'être sous peu. Ils ont dit qu'elle allait l'être au cours des 2 prochaines semaines. Normalement, avant la fin mai, le formulaire va être disponible pour être capable de réclamer ça. L'autre élément à tenir compte aussi, vous comprenez, ça prend des loyers en bas de 50 000. Et il ne faut pas que l'entreprise ait aussi un chiffre d'affaires que je pense qui était de... Il m'échappe, le chiffre d'affaires, c'est en termes de, je pense, c'est 20 millions, là. Je ne sais pas si je l'avais marqué, là. Il y a un chiffre d'affaires quand même majeur qu'on ne peut pas avoir là, pour être capable de le demander. Fait que ça vient expliquer les éléments par rapport à l'aide d'urgence au loyer. Maintenant, le PACME. Le PACME, le Programme d'action concertée pour le maintien à l'emploi, le PACME.
le PACME, dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il vient couvrir? Donc, les gens qui ont à faire des formations à l'interne, soit des formations en lien au retour à la COVID, donc tous les éléments qui doivent être faits pour expliquer aux employés comment va se faire le retour à la COVID, la nouvelle façon de travailler, etc. Tous les éléments pour être en application pour le télétravail aussi, ça peut être couvert par rapport à ça. Dans le fond, le gros avantage qu'on a, si vous avez une demande en bas de 100 000, c'est que Service Québec permet de venir couvrir 25 de la personne qui est formée, donc pas 25 25 maximum de la personne qui est formée, puis également aussi le salaire du formateur. Donc, les formations peuvent se faire à l'interne ou à l'externe. Si c'est fait à l'interne, le maximum qu'on peut appliquer, c'est le salaire de la personne qui est formée et le formateur jusqu'à concurrence de 25 maximum. Et si c'est fait à l'extérieur, donc le professionnel qui vient de faire une consultation de formation, on parle d'un tarif horaire de maximum de 150 qui est couvert. Et ça peut couvrir, bien entendu, tous les frais indirects reliés au formateur, aussi les déplacements, les repas, les hébergements. Vous comprenez que présentement, les frais indirects ne seraient pas supposés en avoir tellement parce qu'on est beaucoup plus en télétravail, là. Et un autre élément aussi qui est intéressant, c'est l'élaboration et l'adaptation à l'achat de matériel pédagogique et didactique au coût réel. Qu'est-ce qu'un Service Québec permet aussi, c'est de venir couvrir jusqu'à un montant de 500 qui est versé, bien entendu, à l'employé pour être capable d'avoir un ordinateur, des écrans, d'avoir des caméras. Donc, il y a un montant qui peut être couvert à l'employé pour être capable d'être en télétravail pour ceux qui n'ont pas nécessairement d'ordinateur à la maison, là, pour assurer que la continuité du travail et de s'adapter à la COVID, là, pour la nouvelle façon de travailler. L'important, c'est que ce programme-là est en application depuis 3 semaines. Et Service Québec nous a dit depuis 3 semaines, ce programme-là, après 3 semaines, il risque de ne plus avoir de l'argent. Et présentement, je vous dirais, c'est le signal qu'on a reçu également aussi dans les services emploi. Assurez-vous de taper sur vous allez au Service Emploi Québec, tapez votre numéro de code régional, il va vous dire à quel endroit vous devez vous diriger dans votre localité. Rentrez en communication rapidement avec eux. Déposez rapidement votre demande. Assurez-vous avant qu'il reste toujours de l'argent de disponible. Mais je vous dirais, depuis 3 semaines, l'argent par rapport au PACME a beaucoup été enlevé. C'est normal parce que ça vient couvrir 100 des dépenses. Fait que les gens en profitent pour revoir leur formation par rapport au système ERP, des formations par rapport au coût de revient, revoir leur stratégie au niveau des ressources humaines, la description des postes, etc. Donc, c'est tous des éléments qui sont admissibles au PACME, qui vient couvrir 100 de la dépense. Lorsqu'on est en haut de 100 000, à ce moment-là, la récupération, c'est 50 qui est admissible par rapport à la récupération du programme PACME. Dans le fond, les entreprises, les entreprises qui sont admissibles, c'est toutes les entreprises qui sont admissibles à ce programme-là pour le programme de PACME. Ça met fin à la présentation que je voulais faire quand même dans les règles de 40 minutes. Je suis content, j'ai respecté mon 40 minutes parce qu'on a reçu beaucoup de questions. J'imagine que surtout rapport au programme de subvention salariale, on est rendu à 53. On n'aura pas tout le temps de répondre à ces questions-là parce qu'il y en a quand même passablement qui étaient envoyées depuis le début du webinaire. La première question qu'on a reçue, c'est que, là, je vais vous la lire, si un employé veut prendre une semaine de vacances et que le montant versé en paye de vacances peut être éligible, est-ce que le montant en paye de vacances peut être éligible à la subvention salariale de 75 %? Là, je vous arrête déjà là. Les vacances qui sont versées présentement ne sont pas éligibles à la subvention salariale d'urgence. Ce sont seulement des vacances qui ont été gagnées après la COVID qui sont admissibles à la subvention salariale d'urgence. Donc, normalement, lorsque vos employés prennent présentement des vacances, on verra si, avec l'été, qu'est-ce qui va se passer parce qu'il va y avoir encore plus de vacances, si le gouvernement va changer de position. Et présentement, on peut payer les congés payés. Exemple, on sait que la fête de la reine, c'est lundi, ça, c'est admissible. On sait que le congé de Pâques est admissible, mais pas les salaires des vacances. Un employé qui revient au travail le 24 mai 2020, après un congé maternité, est-ce qu'on a pu l'intégrer à la subvention salariale d'urgence de 75 %? La réponse, c'est oui. Donc, les nouveaux employés qui arrivent à l'emploi sont admissibles à la subvention salariale d'urgence. Donc, on doit aller chercher ce 75 %-là. Et là, on se demande de quelle façon qu'on doit faire son calcul. À ce moment-là, on devrait prendre, parce qu'on n'a pas de période de référence, on devrait prendre peut-être son salaire qui gagnait justement au taux horaire de 2019 pour être capable d'aller chercher cette subvention salariale d'urgence-là pour cet employé-là. Si ce nouvel employé est vraiment nouveau, bien à ce moment-là, on peut aller chercher son salaire qui gagne actuellement. C'est nouveau, fait qu'on prend son salaire qui gagne actuellement. Si mon entreprise est fermée pour les vacances annuelles en juillet 2019, était fermée, excusez. Donc, en 2019, on était fermé. Cette année, mon entreprise est ouverte automatiquement. Mon revenu va être plus élevé que l'an passé.
Est-ce que je suis quand même éligible à la subvention salariale d'urgence 75 %? Tantôt, je vous ai mentionné qu'il y a quand même différentes méthodes de venir aller calculer. On peut utiliser le mois de janvier et de février, la moyenne, pour être capable de se qualifier. Présentement, je vous dirais qu'on doit vraiment se comparer avec l'an passé. Malheureusement, si la situation ne le permet pas de le faire, la seule façon qui va être possible de le faire, parce qu'il y a quand même des entreprises qui sont dans des exceptions, le Conseil du patronat actuellement travaille pour voir des cas d'exception. Les cas d'exception, présentement, ne sont pas encore traités. Il sera possible peut-être d'envoyer cette question-là au Conseil de patronat pour voir si on pourrait l'appliquer. Sinon, utilisez la méthode de janvier et de février pour voir si vous êtes applicable par rapport à la baisse de revenus. Si vous êtes applicable, prenez cette méthode-là pour être certain que vous allez avoir droit à votre subvention salariale d'urgence. Si mon entreprise était fermée pour les vacances annuelles en juillet, donc ça, c'est bien de excusez. Pour nouvel employé, avons-nous droit à la subvention? La réponse est oui. Le calcul est basé sur son salaire moyen qui devait gagner, effectivement, dans son salaire qui va gagner. C'est là-dessus qu'on va faire notre calcul de la subvention salariale d'urgence. Aussi, est-ce possible de clarifier la question du 10 % pour l'éducation à la source? Bien, je pense tantôt que je l'ai parlé, c'est que le 10 % on ne peut pas le réclamer avec le 75 %. On doit absolument le déduire. L'obligation présentement est de ça. Est-ce que ça peut changer? Peut-être, mais pour l'instant, c'est la réponse qu'on a des autorités du gouvernement du Canada pour être capable de récupérer le 10 %. C'est dans l'éducation à la source. Si on ne peut pas, c'est à la fin de l'année. Si on ne peut pas, normalement, il va sortir un questionnaire, un formulaire pour être capable de le récupérer. L'autre question, quels avantages sociaux peuvent être inclus dans le calcul de subvention de 75 %? Je l'ai détaillé tantôt. Donc, ce sont vraiment les éléments de base. Le Régime du Québec, l'assurance emploi, le régime parental. Il s'est rajouté le fonds de service santé. Donc, les autres éléments, les avantages que vous donnez à vos employés, ce soit pour l'automobile, etc., ne sont pas admissibles, bien entendu, pour aller récupérer ou les régimes de participation différés aux bénéfices, etc. Donc, ces éléments-là ne sont pas admissibles à aller récupérer les avantages sociaux. Il faut comprendre aussi, il faut que l'employé soit en congé pendant 5 jours consécutifs. Sinon, on ne peut pas récupérer les avantages sociaux pour cet employé-là. Question suivante. Le remboursement de la subvention salariale doit-il être inclus dans le calcul du revenu du mois suivant? Doit-il être inclus dans le revenu du mois suivant? Je ne sais pas si je comprends bien cette question-là, mais dans le fond, la subvention salariale d'urgence se calcule par période. Le mois suivant, c'est une autre période. Fait que là, il faut comprendre que le remboursement que vous recevez va être imposable dans votre déclaration annuelle, mais on ne peut pas en tenir compte dans la période suivante parce que c'est des périodes qui sont vraiment fermées, l'une par rapport à l'autre. Que faire si je n'ai toujours pas reçu mon code pour l'ARC? Donc, si vous n'avez pas toujours reçu votre code pour l'ARC, vous pouvez communiquer avec eux. Vous n'êtes pas la seule personne qui a ça présentement. Donc, c'est possible de communiquer avec l'ARC. L'autre chose aussi, c'est possible de communiquer avec votre comptable qui peut utiliser ses propres codes pour être capable de vous l'envoyer directement à l'ARC. Donc, les comptables ont également aussi ces codes-là pour être capable de faire la demande. Mais ça peut prendre un certain temps. Assurez-vous de bien répondre aux questions parce qu'ils vous demandent des questions personnelles pour être capable de votre numéro d'assurance sociale, etc. Donc, il faut. J'ai des clients qui l'ont essayé, puis demandé ça a marché cette semaine. Là. Mais vous pouvez communiquer à l'ARC. Bonjour, une question de France. Est-ce que l'on peut enregistrer? Oui, ça c'est beau, ça c'est beau. Est-il possible? Non, ça c'est beau. Les co-entreprises peuvent utiliser les revenus de la co-entreprise pour calculer la diminution des revenus pour leur admissibilité. Ça, je ne rentre pas tout à fait dedans. Là. Je vais vous référer d'appeler directement, peut-être une consultation par après externe. Là. Parce que dans les co-entreprises, il faut faire attention. On doit tenir compte des revenus de groupe, on doit tenir compte des combien de pourcentage de chiffre d'affaires qui ont été faits une par rapport à l'autre. S'il y a plus de 90 % qui a été fait, il y a la règle du 100 $ qui s'applique. C'est une question que je ne peux pas répondre rapidement et ça me prend la structure organisationnelle pour être capable de voir. Mais faites attention parce qu'on a beaucoup de clients qui pensaient qu'ils étaient admissibles et par la structure, ils ont tombé non admissibles. Quelle est la date limite pour rembourser de la PCU? Bien, les formulaires, malheureusement, en tout cas, le matin, ils n'étaient pas encore en ligne. Ils devaient être en ligne le 11 mai. Donc, ils devaient être disponibles lundi. Ils ne sont pas encore disponibles. On a été validés avant la conférence. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de date précise. Il y a un formulaire qui est supposé être disponible bientôt. Et à ce moment-là, ça sera possible. Mais moi, je pense qu'ils vont permettre pratiquement jusqu'à la fin de l'année, peut-être avec les rapports d'impôt pour le rembourser. Encore là-dessus, vous savez qu'il y a beaucoup de débats par rapport à la PCU là, versus le retour au travail.
La ministre des Finances a répondu pour répondre aux questions, finalement, fait qu'on ne sait pas trop. Là. Je pense qu'il y a une patate chaude qui court présentement là-dessus, puis ils ne veulent pas trop répondre, là, mais dites-vous que si l'employé n'était pas admissible, la loi oblige à rembourser. Et il y a des formulaires qui vont être disponibles sous peu par rapport à ça. Brigitte te pose la question pour la CUEC. Donc, est-ce qu'ils vont modifier pour les travailleurs autonomes qui travaillent seuls et que la masse salariale qui gagne et la masse salariale pour l'instant, en voulant dire, je sais pas, les travailleurs autonomes présentement, c'est que si vous n'êtes pas admissible, il n'y a aucun changement qui a eu lieu dans la loi jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas droit aux 40 000. J'ai des questions pratiquement tous les jours là-dessus. Présentement, les critères n'ont pas changé et malheureusement, ces personnes-là ne sont pas admissibles à la CUEC parce qu'ils n'ont pas de masse salariale en haut de 20 000 au cours de la dernière année. Maintenant, une autre question, une question de Tadoussac. Pour les entreprises saisonnières, restaurants, contexte touristique, est-ce que les employés sont admissibles à la subvention salariale d'urgence, même s'ils n'ont pas de salaire versé pour 2020? Donc, bonne question, parce qu'effectivement, la période de référence est du 1er janvier au 15 mars. Mais normalement, on se fie au salaire qui était gagné sur les années antérieures. Fait que normalement, ces entreprises-là saisonnières vont être admissibles à la subvention salariale d'urgence à leur retour au travail. Il va être basé sur les conditions salariales de 2019, là, parce qu'on comprend que c'est une entreprise qui ferme ses portes pendant peut-être 5 à 6 mois. Là. Présentement, il n'y a rien dans la loi qui dit que ces gens-là vont être pénalisés. Il s'agira tout simplement d'utiliser la période de référence peut-être de 2019 pour être capable de faire votre demande de subvention salariale. Est-ce que les étudiants ont droit à la PCU? Bien entendu, l'étudiant a droit à la PCU à condition qu'il travaillait toujours à l'emploi avant la COVID. Donc, au 15 mars, est-ce qu'il y avait un lien avec l'employeur? La réponse, c'est oui. À ce moment-là, est-ce qu'ils ont gagné plus de 5 000 au cours de la dernière année? La réponse, c'est oui. À ce moment-là, ils ont droit à la PCU. Sinon, ils n'auront pas droit à la PCU. Sinon, vous savez qu'il est sorti hier le programme pour les étudiants qu'on appelle la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants qui est sorti. Donc, ceux qui n'avaient pas de lien d'emploi, à ce moment-là, il est possible d'aller chercher cette prestation canadienne-là, pour laquelle les périodes ont été déjà envoyées par rapport à ça. Donc, je vous invite à aller s'inscrire plutôt avec cette subvention-là. Une question qui est bonjour, donc c'est beau. Un employé récemment embauché est-il admissible à la subvention salariale? La réponse, c'est oui. Quelles sont les mesures pour les travailleurs autonomes? Les mesures pour les travailleurs autonomes, dans le fond, les travailleurs autonomes présentement, si la question est par rapport à la situation salariale d'urgence, bien, on ne peut pas demander la situation salariale d'urgence parce qu'on n'a pas de salaire. C'est vraiment la PCU qui s'applique pour ces gens-là. Donc, c'est le fameux 2 000 qui peut être versé. Et l'entreprise peut être ouverte et gagner un revenu net de 1 000 et moins. Et à ce moment-là, on ne perd pas notre PCU. Les étudiants que nous embauchons, sont-ils admissibles à la subvention salariale d'urgence? La réponse, c'est oui. Faites attention, si l'étudiant reçoit il est déjà dans un programme d'emploi d'été puis il reçoit une subvention, vous comprenez qu'on ne peut pas demander une subvention sur une subvention. Donc, c'est seulement la différence qu'on pourra demander pour la subvention salariale d'urgence. Mais si l'étudiant n'a pas de subvention d'emploi d'été, il est admissible à la subvention salariale d'urgence. Donc, les étudiants que vous engagez actuellement sont admissibles si, bien entendu, vous respectez les critères de réduction de votre chiffre d'affaires. Question pour les co-entreprises que je ne veux pas trop embarquer parce que c'est quand même du cas par cas. Un employé qui dépasse le 1 000 perd-il sa PCU au complet ou en partie? Très bonne question. Débat actuellement. C'est qu'un employé qui gagne plus de 1 000 dans la période, présentement, la loi dit qu'il doit rembourser la totalité de son montant, c'est-à-dire le 2 000 Donc, c'est présentement le sujet chaud qui a été discuté cette semaine. Donc, les gens qui gagnent en bas de 1 000 ont le droit de conserver leur PCU. Et s'ils sont en haut de 1 000 présentement, la loi dit qu'ils viennent perdre leur PCU. Donc, faire attention à cet élément-là parce que ça emmène présentement des lacunes qu'on voit dans les demandes de subvention salariale d'urgence. Parce que si la personne a eu 14 jours consécutifs, on ne peut pas demander la subvention salariale d'urgence, donc il est dans la PCU. Et en plus, on ne pourra pas... donc, si dans la PCU, en passant aussi, une question qu'on a, le 1 000 qu'on verse, il est admissible à la subvention salariale d'urgence. Une question qu'on a souvent, le 1 000 qui est versé aux gens qui sont sur la PCU, il est admissible à la subvention salariale d'urgence.
Concernant le 10 à soustraire, dois-je inclure le 10 associé au salaire d'employés qui ne sont pas admissibles au 75 La réponse, c'est oui. Donc, c'est l'ensemble de la masse salariale qu'on doit venir calculer, qui est versé dans cette période-là, même si on n'était pas admissible à la subvention de 75 Donc, c'est l'ensemble de la masse salariale qui est admissible. Je vais parler de la question, 10 dois-je inclure le 10 associé au salaire d'employés qui ne sont pas admissibles à la subvention de 75 Okay. Je comprends que l'employé, probablement, il était probablement sa PCU, là, mais une partie. Fait que même si c'est 100 de la masse salariale qui a été versée pour le calcul de la subvention salariale temporaire de 10 mais en fonction des salaires qui ont été versés. Donc, c'est quoi la différence entre salaire gagné et salaire versé? Salaire gagné, c'est vraiment dans la période que vous travaillez, puis salaire versé, c'est le montant qui a été versé, déposé. Donc, 10 c'est le salaire versé, puis 75 c'est le salaire gagné. Question suivante. Hélène, tu m'arrêteras si je dépasse le temps, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Pour l'instant, ça va bien, peut-être un 5 minutes encore. OK, parfait. On va essayer de répondre le plus possible, mais c'est le premier webinaire, j'ai autant de questions que ça. Lien de dépendance de ma sœur travaille dans mon entreprise depuis 10 ans. Est-elle admissible à la subvention salariale de 75 La réponse, c'est oui. Dans le fond, il y a une question qui est posée dans le questionnaire, c'est est-ce qu'il y a un lien de dépendance avec l'entreprise? La question est posée à la négative. Donc, faites attention parce qu'il y a plusieurs qui répondent tout le contraire aux employés. Donc, ils demandent si vous avez un lien de dépendance. Est-ce que l'entreprise est sans lien de dépendance? La réponse, c'est oui qu'on doit répondre pour un employé et non pour l'actionnaire. Donc, les actionnaires ont droit à la subvention salariale d'urgence. Contrairement à ce que les gens pensent, les patrons ont droit à ça. Par contre, ils sont limités à 75 du salaire qu'ils gagnaient avant la COVID. Donc, ils ne veulent pas s'assurer que les patrons prennent des salaires beaucoup plus élevés, mais ils ont droit, eux autres aussi, à la subvention salariale d'urgence, comme les employés ont droit à ce montant-là. Donc, on doit s'assurer de le demander. Et à ce moment-là, la personne, même si c'est une sœur, même si c'est actionnaire, a le droit à la subvention salariale d'urgence de 75 Comment fait-on pour corriger une erreur faite dans la dernière demande de subvention salariale? J'ai fait la demande pour 2 semaines au lieu d'1 mois. Malheureusement, pour l'instant, il n'est pas possible de corriger une période. Donc, la période qui est envoyée, vous allez recevoir votre chèque en conséquence de ça. Qu'est-ce qu'on a su hier? C'est que le formulaire pour être capable d'amender une période va être disponible le 1er juin. Donc, c'est qu'est-ce qui nous a été annoncé par l'ARC hier. Il sera possible à partir du 1er juin de faire une amendée. Fait qu'il y a 2 possibilités pour ces gens-là. En passant, les gens qui ont fait des erreurs importantes, il y en a là, des gens qui ont fait des erreurs, là, ils ont demandé finalement, puis finalement, il n'y a pas de douai. Il y en a là-dedans même qui ont demandé une période complète, puis il n'y a pas de douai. Il faut faire attention parce que de dire, peut-être qu'il est préférable de ne pas encaisser le chèque et on vous invite rapidement de communiquer avec l'ARC pour dire qu'est-ce qu'il y en est par rapport à votre dossier. Donc, communiquer avec l'ARC pour dire, on a fait une erreur dans ma déclaration, que dois-je faire? Ils vont vous dire pour l'instant qu'on ne peut pas faire de modification parce que il va être disponible seulement le 1er juin, mais que vous voyez si vous devez encaisser ou pas le chèque. Là. Dans ce cas-là, peut-être que je comprends qu'on a demandé moins que plus, là, fait que je comprends que le chèque serait possible d'être encaissé. Là. Mais faites attention, appelez l'ARC pour être certain. Vous savez que les pénalités sont importantes. On parle de 25 de pénalité qui est accordée pour les gens qui n'ont pas complété correctement leur subvention salariale d'urgence. On espère pour ceux qui n'ont pas venu réduire le 10 qu'il n'y aura pas de pénalité parce qu'on a beaucoup de clients qui ont oublié de réduire le 10 dans leur demande de subvention salariale d'urgence. Si c'est le cas, malheureusement, il y aura 25 de pénalité qui sera admissible. Et faites attention aussi, beaucoup de questions de dire, bon, comment que je fais ça? Est-ce que je facture beaucoup plus ce mois-ci, etc. Donc, vous savez que s'il y a une fraude ou du moins une règle d'anti-évitement qui a été utilisée, on est passible, je ne veux pas faire peur à personne, mais il y a 5 ans possible de prison qui va être appliqué aux gens qui ont travaillé à demander une fausse déclaration sur la subvention salariale d'urgence. Donc, M. Trudeau a dit de faire attention à ne pas demander des choses qu'on ne peut pas demander. Donc, malheureusement, on doit s'assurer de connaître la loi et on doit la connaître au fur et à mesure qu'elle sort, comme nous, on doit faire présentement à l'interne. On s'assure de répondre le plus possible adéquatement aux clients. Une question suivante. Est-ce qu'une entreprise qui a été fermée par la COVID et son employé sur la PCU et qui a ouvert en mai et rembourse ses employés, peut-elle avoir la subvention salariale d'urgence à partir de mai?
La réponse, c'est oui. La journée que vous vous rembarquez sur une subvention salariale d'urgence, la journée où vous retournez au travail, vous êtes admissible, à condition, bien entendu, de respecter le fameux tableau des 10 situations que je vous parlais tantôt. Un employé est engagé aujourd'hui, je vous le dis, là, il n'y a pas de problème parce que là, on commence une nouvelle période. Donc, c'est une bonne nouvelle, on commence une nouvelle période. On a droit à cette scène de subvention salariale d'urgence si on respecte notre critère de base de réduction de notre chiffre d'affaires de 30 %. Un élément que j'ai oublié de mentionner aussi, lorsque vous qualifiez à une période, vous qualifiez automatiquement à la période suivante. Donc, les gens se qualifient pour le mois de mars, se qualifient au mois d'avril automatiquement, même si au mois d'avril, vous avez un dépassement du 30 %. Et après ça, on doit revérifier pour la période suivante, pour le mois de mai, si on se qualifie ou pas. Donc, une période qualifiée nous donne accès à la période suivante. Même si la période suivante, on a un chiffre d'affaires qui dépasse la réduction du 30 %. Donc, ça, c'est un élément qu'on a aussi comme questions qui nous sont posées de façon courante. Prochaine question. Un remboursement de RQAP qui est haut sur les salaires total ou 846 employés étant plus de 847. Je ne suis pas sûr de comprendre la question, la façon qu'elle est formulée. Dites-vous que les remboursements des parties employeurs sont admissibles 5 jours consécutifs en congé payé. C'est la seule façon qu'on peut les récupérer. Le maximum qu'on peut récupérer pour la subvention salariale, c'est bien 847. Et si on compte plus que ça, c'est maximum 847. Il y en a qui ont dû baisser le pourcentage de masse salariale de leur entreprise pour aller récupérer le maximum. Et il y en a qui ont fait des retours également aussi sur leur salaire, ce qui était permis selon la loi présentement de faire un retour. L'important, c'est de remettre l'édition à la source dans la période où les salaires sont versés. D'ailleurs, l'édition à la source, c'est toujours en fonction de la période où les salaires sont versés dans l'entreprise. Donc, comment récupérer ces déductions à la source-là? Ils sont récupérables dans votre demande de subvention salariale d'urgence. Par contre, pour ce qui est de fonds de service de santé, il est récupérable seulement à la fin de l'année dans votre relevé 1 sommaire au Québec. C'est de toute façon qu'on va être en mesure de récupérer ce fonds de service de santé-là présentement. Si nous n'avons pas fait la demande du 10 % pour la première période, est-ce que nous pouvons toujours le faire? Bon, là, je vous dis que la période, une fois que c'est demandé, on ne peut pas retourner en arrière. L'important, c'est que vous savez aussi pour le 10 %, il faut faire attention parce que c'est maximum 1 375 par employé et maximum 25 000 par entité. Donc, la journée que vous avez atteint ce pourcentage-là, on n'a plus à calculer. Il y en a qui ont des masses salariales de 100 employés, là, ça vient vite, ce pourcentage-là. Une fois que ça a été atteint, on n'a plus à calculer le 10 %. Mais pour répondre à cette question-là, on doit, bien entendu, si on ne peut pas revenir sur une demande présentement, faites-les pour les prochaines demandes, la demande numéro 2, 3 et 4, pour le calcul du 10 %. Puis on va espérer que le gouvernement ne vous donnera pas une pénalité pour le fait que vous ne l'avez pas calculé. Monsieur Lemieux, il est déjà midi, alors comme on avait dit aux participants qu'on prendrait environ 1 heure de leur temps, je pense que ce ne sera pas possible de répondre à toutes les questions qui sont entrées. Moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que oui, le webinaire est enregistré. Alors, si vous nous faites une demande, nous pourrons vous envoyer le lien. Et on pourra mettre aussi, si vous nous permettez, Monsieur Lemieux, le PowerPoint sur notre site Internet à la page COVID. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous permettez. Oui. Alors, on va le mettre sur notre page Internet, sur notre site Internet, pardon, du Conseil économique de Beauce. Donc, l'adresse cebeauce.com. On a un onglet COVID-19, alors on va aller le déposer là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Lemieux. Vous avez été très généreux d'avoir répondu à autant de questions. Là, je voyais à un moment donné, je pense qu'on a eu plus d'une centaine de questions au total. Là, vous avez peut-être pu répondre aux 30 premières à cause du temps, mais merci beaucoup. Ça a été, je pense, très instructif et merci beaucoup de votre générosité. Merci aux participants aussi. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon long week-end aussi. Merci beaucoup et bon congé. Au revoir.